Bonjour, je vais vous présenter un travail qui est fait en collaboration entre l'Université de Poitiers et l'Université de Toulouse. Donc c'est un travail commun avec Samuel Pelletier et sur lequel travaille en ce moment Damien Aoulou qui travaille pendant son stage de master. Donc pour donner un peu de contexte, en fait, bien sûr on est dans le contexte de la modélisation géométrique et il existe différents modèles de représentation des objets 3D, des modèles basés squelettes qui permettent d'avoir une modélisation intuitive et une manipulation facile de l'objet pour l'animation par exemple ou pour la segmentation. Il y a les modèles surfaciques qui sont les modèles les plus courants et puis il y a les modèles volumiques, je pense qu'on en verra un certain nombre dans cette présentation, qui sont dans cette conférence au GTMG, qui sont intéressants pour la simulation physique et en particulier dans le cadre de l'impression 3D. Donc ce qu'on veut vous proposer ici, c'est un modèle volumique et ce modèle volumique va être généré à partir d'un squelette en 3D. Et donc, attaché à ce modèle volumique, il y aura un modèle surfacique sous-jacent et on va avoir un seul type de cellules volumiques qui seront des prismes. Donc, il existe un certain nombre de travaux qui ont déjà, à partir de modèles squelettes, généré des maillages surfaciques, en particulier dans le cadre de travaux qui s'intéressaient à le maillage quad des structures. Donc vous voyez les différentes approches et il y a une approche qui va se rapprocher de ce qu'on fait, qui est basée sur les diagrammes de Voronoi. C'est une thèse qui a été soutenue il y a peu de temps à Sophia Antipolis. Donc nos travaux vont en fait se baser sur un travail initial qui a été publié par Panotopoulou et co-auteurs en 2018 et qui permettait, à partir d'un diagramme en bâton, de générer un modèle surfacique, un maillage quad de ce diagramme. Et ce qui a été montré dans ce papier, c'est que le nombre de quads, pour suivre la linéarité du diagramme en bâton, est en fait minimal si on veut des branches régulières, c'est-à-dire si on veut qu'une section de branche soit toujours la même. Donc il n'est pas possible en particulier, et c'est montré avec la formule d'Euler, d'avoir une section de branche triangulaire et de trouver dans le cas général ce modèle. Ça va ne marcher que si les jointures sont d'arité paire. La contribution qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est en fait de généraliser de deux façons ce modèle surfacique. La première façon qui généralise ce modèle surfacique, c'est de créer un modèle volumique, c'est-à-dire de le remplir avec des éléments volumiques. Et c'est un modèle volumique cohérent, sans trou. Et la deuxième généralisation, c'est qu'en plus, on ne va pas se limiter à des éléments linéaires, mais on va pouvoir en fait avoir autour de chaque branche, comme vous le voyez dans cette image ici à droite, des modèles qui sont non linéaires, qui sont en fait des béziers par morceaux. Donc pour générer ces béziers par morceaux, on va se baser sur les ensembles semi-symploïdaux, en particulier pour la topologie et pour la géométrie. On va regarder comment on place ça en 3D avec des éléments de Bézier. Voilà maintenant que la motivation est terminée et ma présentation va se dérouler en 3 parties. La première partie va regarder la première contribution, c'est-à-dire de remplir le maillage surfacique qu'on a avec un volume cohérent. La deuxième, c'est de regarder comment on peut faire ces formes non linéaires. Et je parlerai de travaux qui sont encore en cours sur la jonction des branches en 3D. Donc dans le papier d'origine, on a effectivement autour de chaque branche 4 quads. Et si on veut faire un maillage volumique, ce qui vient naturellement en tête comme première idée, c'est de mettre sur chaque branche un cube qui représente la branche. Le problème avec cette approche, c'est que quand on va avoir des jonctions, comme ici dans le cou
avec plusieurs branches, et ben on va avoir un cube qui arrive et il va y avoir un trou au milieu. Donc comment on peut faire pour ne pas avoir de trou? Et ben on peut rajouter en fait une non-linéarité au bout, et on peut le faire avec un ensemble de 4 prismes, c'est le choix qu'on va faire. On pourrait aussi le faire, et c'est ce que vous a montré Paul Viville au GTMG, avec un ensemble de 4 cubes. Donc l'avantage de la méthode d'avoir 4 cubes, c'est qu'on a des mailles hexagonales, hexaédrales, qui sont donc plus appropriées pour le calcul d'éléments finis. Le désavantage, c'est qu'on a des surfaces en plus sur la surface, puisqu'on n'a plus 4 faces comme dans le papier d'origine autour de chaque arête, mais on va avoir 8 faces autour de chaque arête. Donc on va partir sur la solution d'utiliser des 4 prismes. Donc on va conserver la surface quad qui était proposée dans le papier d'origine, et on va assurer une bonne topologie du volume et la possibilité de faire des éléments non linéaires. Donc pour cela, on utilise les ensembles semi-symploïdaux, comme je vous l'ai dit, et les ensembles semi-symploïdaux sont une généralisation des simplexes, donc, qui sont en fait générés par des opérations de cônes. Donc on a des simplexes de type 0 qui sont des points, de type 1 qui est un cône d'un point à un autre point, et puis un triangle qui est un cône de type 2 d'un point à une arête de type 1, et puis ensuite on génère un tétraèdre. Donc ici, pour ces simplexes, la dimension est égale au type. Une autre façon, c'est de faire des cuboïdes qui sont générés ici par l'opération produit, et donc le type c'est une suite de 1. En fait, quand on est en dimension k, et ben on a pris k produit d'arêtes de dimension 1. Les symploïdes, en fait, ça a été proposé par Damen et Micheli en 82, et ils permettent en fait d'avoir une famille qui inclut à la fois les simplexes et à la fois les cuboïdes. Et les ensembles semi-symploïdaux qui ont été développés par Pelletier et co-auteurs sont donc des ensembles qui permettent de prendre les symploïdes et d'en prendre des ensembles, et donc de faire des identifications de surface. Donc ça va être le bon outil pour nous pour générer ces 4 prismes qui sont en fait une union de symploïdes. Donc l'identification et les opérateurs d'identification qui sont proposés par Pelletier et co-auteurs assurent que la topologie de l'objet reste consistante, donc c'est-à-dire qu'on va avoir en fait des jonctions propres des surfaces, et assurer ainsi que le volume n'a pas de trou. Donc maintenant que je vous ai montré comment on crée cette topologie sur chaque branche, on va regarder comment on va passer à des objets non linéaires. Donc la façon ce qu'on va utiliser en fait, c'est des courbes de Bézier, c'est-à-dire des objets polynomiaux, et donc on va considérer que chaque arête est maintenant représentée par une courbe de Bézier, et en fait chaque élément sera un élément de Bézier, des surfaces de Bézier et des volumes de Bézier. Donc les surfaces de Bézier triangulaires sont définies par exemple dans le livre de Farine, et elles sont données de façon polynomiale avec un multi-indissage, et voilà, elles sont très bien définies, et elles peuvent être définies sur les ensembles symploïdaux, en particulier d'abord sur les symploïdes, et on a à chaque fois la propriété que quand on a un symploïde, comme ici dans cet exemple de dimension 2 et de degré 3, on va pouvoir retrouver
en son bord un symploïde de dimension inférieure en fixant un des indices à 0 et de même degré. Donc pour faire des ensembles semi-simpliciaux ici, on va utiliser les propriétés d'identification des bords et on va pouvoir coller en fait deux triangles de Bézier en leur faisant partager leurs bords de façon cohérente topologiquement. Donc en identifiant ces bords, on n'a plus qu'un seul bord et on voit ici qu'on a une jonction en fait C0 des surfaces. Donc cette jonction nous permet en fait d'éviter les redondances avec l'identification et surtout de garder cette consistance topologique. On peut faire aussi sur les ensembles cuboïdes, on peut faire aussi les plonger en 3D en suivant des espaces de Bézier, en utilisant pour le produit des produits tensoriels de Bézier. Et on peut faire en fait la même chose avec des symploïdes. Ça a été proposé par De Rose et co-auteurs en 1993 pour avoir en fait des symploïdes de Bézier qui sont non linéaires. Ça a été aussi généralisé par Pelletier dans cette même contribution où il propose en fait de faire des ensembles semi-symploïdaux non linéaires avec une identification et la satisfaction des contraintes qui permet d'avoir les mêmes propriétés que dans le cas linéaire, c'est-à-dire une jonction topologiquement propre des faces de symploïdes, ce qui va nous permettre en fait pour nous de générer ces branches prismiques, donc de 4 prismes qui de façon non linéaire sur le modèle. Donc on va appeler en fait, si je regarde ce 4 prismes, il a une face qui va être la face qui est jointe quand on recolle les branches, par ce qu'on va appeler un kite, donc cerf-volant en français. Donc ce cerf-volant en fait, qui est l'ensemble des 4 triangles au bout du prisme, va servir ensuite à faire les jonctions et c'est ce dont je vais vous parler après. Donc le kite, c'est vraiment la partie en orange que vous voyez ici sur le transparent. Donc voilà ici un ensemble en bâton où chaque courbe est devenue une courbe de Bézier. Au-delà des points de contrôle de ces courbes de Bézier, on a aussi des points de contrôle attachés au volume, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les transparents. Et chaque point de contrôle attaché au volume peut générer un volume non linéaire. Donc on voit bien ici en fait, alors on ne voit pas que chaque branche est donnée par des 4 prismes, mais on a un volume de Bézier qui est cohérent, il n'y a aucun trou à l'intérieur de la forme. Tout est de degré 3 sur cet exemple. Vous voyez qu'on a 4 points de contrôle par segment. Et on a donc la consistance de la topologie est donnée par une identification des faces successives ici. Et on voit par contre que la topologie est bonne, mais géométriquement, c'est un ensemble polynomial par morceau avec des jonctions qui sont C0. Donc je vais vous parler un peu plus en détail maintenant de la jonction aux branches en 3D. Et c'est un travail que Damien est en train de faire dans le cadre de son stage de M2. Donc comment on a fait dans le logiciel qui a été développé pour faire les jonctions? Pour l'instant, on s'est contenté de faire des jonctions en fait en 2D. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a deux branches, les parties à joindre de ces deux branches sont ce qu'on a appelé des kites, donc un ensemble de 4 triangles, et donc simplement pour coller deux branches, on va coller ces deux kites. Il faut bien voir qu'avec la représentation semi-symploïde d'ensemble semi-symploïdal qu'on a, on n'a pas 4 façons de coller une branche géométriquement, on n'en a que 2 parce qu'on doit respecter des orientations.
Donc si maintenant j'ai une troisième branche qui arrive, ce qui est le cas dans mon modèle, là, au niveau du bas du cou, donc j'ai les deux bras qui ont été collés, et maintenant je veux ajouter le tronc. Ce que je vais faire, c'est que on me propose ici d'ouvrir le kite et de coller ici. Donc ce kite ouvert, il va avoir un certain nombre à l'intérieur, il va avoir des branches vertes et des branches bleues sur le côté. Et en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait le coller que dans un sens. Et effectivement, il va falloir identifier les branches vertes avec les branches vertes et les branches bleues avec les branches bleues. Donc je peux le mettre soit naturellement dans le sens où il arrive, ici, ou je peux le tourner de 180 degrés pour le coller dans l'autre sens. Donc topologiquement, le collage qu'on fait des trois branches, il n'y a qu'une configuration possible de ces trois branches. Vous voyez qu'en fait on va avoir pour ces trois branches, si on fait la jonction, un segment ici qui est au milieu des trois branches et qui va appartenir, en fait, qui va être une diagonale de ces trois kites à la fois. Ça se généralise en fait en dimension supérieure, avec un nombre de branches supérieur. Si vous regardez en fait ce qui se passe à toutes les jonctions ici, c'est des jonctions en 2D, vous avez en fait à chaque fois un ensemble de plusieurs branches qui sont jointes suivant un segment central qui appartient à chacun des kites des branches qui arrivent sur cette jonction. Donc c'est la solution simple qu'on a pris pour l'instant, puisque les diagrammes qu'on a dessinés en 2D permettent de le faire, mais si on voulait dessiner des diagrammes en bâton en 3D, ce qui est idéal, ce qu'on a implémenté ne convient pas toujours. En fait, dans le papier original de Panotopoulou, il y a un schéma qui est proposé qui fait la jonction des branches en 3D et qui montre que on peut toujours construire un ensemble de quads, puisque là on était en surfacique, donc c'est un ensemble de quads qui va être défini sur une sphère. Donc c'est une partition quad de la sphère. Il existe toujours une partition quad de la sphère et le papier propose une construction d'une partition quad qui est basée sur une opération de split de chaque surface. Donc en fait, quand on a une branche qui arrive dans un quad, on va couper ce quad en deux suivant une diagonale ou une autre. Ce qu'on remarque, c'est que la construction, cette construction proposée ne génère pas toutes les configurations de quad possibles parce que c'est une construction particulière. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est de pouvoir généraliser en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture d'un kite qui se passe en fait en choisissant un sommet et deux arêtes adjacentes pour brancher une nouvelle branche. Et il se trouve que cette ouverture de kite se généralise au-delà du branchement des branches en 2D et donc peut être faite vraiment pour des branches en 3D. Et en fait, on a montré que toute configuration de quad sur la sphère qu'on peut trouver autour de chaque branche, donc un quad autour de chaque branche, peut être obtenue à partir d'une séquence, à partir d'une itération de cette ouverture de kite. Alors, c'est tout sauf les configurations dégénérées. Ce qu'on appelle une configuration dégénérée, c'est quand deux quads voisins partagent trois arêtes, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, qu'est-ce qui reste à faire de ce côté-là ? Damien a encore un peu de temps, c'est la bonne nouvelle. Il faut qu'on regarde ce qui se passe au niveau des points et des placements de ces quads, géométriquement, pour le cas linéaire et pour le cas non linéaire. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que la configuration finale qu'on obtient ne dépende pas de l'ordre dans lequel on va
On va faire entrer les branches dans la jonction et on aimerait aussi avoir des propriétés de convexité des branches. Donc on a proposé un algorithme qui permet de générer une représentation volumique à partir d'un diagramme en bâton. On a topologiquement, c'est régulier puisqu'on a à chaque fois 4 quads autour de chaque arête du diagramme en bâton d'origine. Les éléments volumiques qui sont à l'intérieur de notre objet sont tous des prismes. Et la surface, c'est une surface de Bézier par morceau. Et la topologie, grâce au modèle topologique sous-jacent, est assurée sans trou. Donc je souhaite remercier les Poitevins Benoît Goujon, Clément Castin, Damien Aulou et Valentin Fredon qui ont travaillé sur ce projet que Samuel et moi avions proposé pour leur projet de master et qui ont développé le software qui a fait toutes les belles figures que vous avez pu voir ici. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire pas mal de choses. Le modèle est seulement C0 et on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu mieux, c'est-à-dire de passer à un modèle Bézier par morceau, à un modèle de spline. Et peut-être on voudrait pouvoir animer ces modèles en se basant sur l'animation du diagramme en bâton pour pouvoir générer un mouvement de ce modèle volumique, éventuellement en prenant en compte des contraintes physiques. Je vous remercie pour votre attention et nous sommes là tous les trois pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.